Merci beaucoup Patrick pour cette très gentille introduction. Je suis ravi d'être ici, honnêtement. Je sais que l'exercice est difficile parce que le public est très varié dans ses intérêts et probablement dans ses connaissances sur la microbiologie. C'est un challenge intéressant et peut-être on sera tous les deux d'accord pour se dire que la microbiologie, ça reste une discipline importante et j'espère qu'à la suite de ma présentation, vous aurez une idée à peu près claire sur les raisons pour lesquelles la microbiologie reste une discipline très très importante. Alors je voudrais vous rassurer sur le titre, parce que quand on dit Guerre et paix, on pense immédiatement à 5 volumes de Tolstoï et quelque chose qui pourrait durer jusqu'à minuit. Je vais essayer de faire court. Vous connaissez la citation de Woody Allen, j'ai pris un cours de lecture rapide, j'ai lu Guerre et paix en 20 minutes, ça parle de la Russie. Donc là, je vais essayer de vous parler de microbiologie en 20 minutes, ou un petit peu plus en fait. Donc l'idée, c'est d'essayer de raconter un petit peu l'histoire de cette microbiologie, comme l'a introduite Patrick. C'est-à-dire au fond, on vit en interaction avec ces microbes, et en gros, il n'y a pas d'exemple dans le monde vivant qui n'existe pas de symbiose entre les microbes et leur hôte. Dès que les individus sont devenus multicellulaires, ils sont restés en interaction finalement avec les bactéries en particulier, qui existaient déjà bien avant que le monde eucaryote se développe. Donc on a quelque chose qui finalement aujourd'hui, en particulier si on regarde l'homme et les mammifères supérieurs, répond ou décrit une coévolution de centaines de milliers, voire de millions d'années. Et au fond, les mécanismes de cette interaction, qu'il s'agisse de symbiose ou de pathogénicité, vous, sous l'angle de l'un ou de l'autre, sont des mécanismes probablement parfaits dans la mesure où ils sont passés à l'épreuve de cette coévolution et donc finalement cette sélection darwinienne qui fait que seuls les plus capables de s'adapter ont pu réussir à survivre. Donc on va essayer d'aller un petit peu dans ces éléments-là. Ma carrière scientifique, si je puis dire, dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur a été beaucoup marquée par l'étude des pathogènes. Finalement, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et on a finalement pas mal oublié jusqu'à ces dernières années, en termes en tout cas d'analyse très fondamentale, le monde des microbes symbiotiques, c'est-à-dire ceux qui nous habitent sur une base permanente et qui font effectivement très peu parler d'eux, heureusement. Donc on prend le terme générique de symbionte et lorsqu'on s'intéresse par exemple à la flore du tube digestif, en particulier du côlon qui est celle qui correspond à la masse microbienne qui nous habite la plus importante, on se pose effectivement immédiatement la question de savoir comment se fait-il qu'on puisse tolérer une telle masse microbienne au jour le jour sans finalement avoir d'effets secondaires particuliers. Et il est fort probable que notre système immunitaire, au fond, on l'envisage toujours dans une réaction aux pathogènes, c'est-à-dire que ce système se soit forgé à la fois la réponse innée et la réponse adaptative pour être capable de reconnaître rapidement et de détruire des pathogènes. En fait, il est probable que le système immunitaire s'est développé dans une logique relativement duale, c'est-à-dire celle à la fois de tolérer des micro-organismes symbiotiques, qui couvrent en gros toutes nos surfaces, muqueuses, buccales, intestinales, cutanées, vaginales chez la femme, et on retrouve de plus en plus de gîtes finalement considérés jusqu'à présent comme stériles, hébergeant en fait, grâce aux méthodes moléculaires modernes, des flores relativement considérables en diversité. C'est le cas par exemple de la muqueuse respiratoire, qu'on classiquement considère comme stérile et qui en fait n'est pas stérile du tout quand on la passe à l'épreuve des analyses de macroséquençage tel qu'on le fait à l'heure actuelle. Donc cette flore probablement est là pour des raisons sur lesquelles on va revenir rapidement. Elle est tolérée par des mécanismes immunologiques qui sont passionnants, à la fois une vraie tolérance et puis en même temps, j'aime bien ce terme que Metchnikov, d'ailleurs au début du XXe siècle, avait lui-même inventé, qui était celui d'inflammation physiologique. C'est-à-dire, l'inflammation, on vit ça toujours comme quelque chose de compliqué, de douloureux, de non voulu et certainement pas espéré. En réalité, il existe en permanence dans notre organisme un état d'inflammation physiologique, dans la mesure où il ne donne pas lieu à des complications, qui se maintient sous la pression de cette flore, et grâce à la maintenance de ce système d'inflammation physiologique, les micro-organismes de nos flores symbiotiques sont maintenus à distance.
Une fois qu'on a dit tout ça très rapidement, on imagine fort bien, et c'est toute la question qui se pose à l'heure actuelle, qu'il existe un certain nombre de ruptures dans le contrôle de ces flores, dans leur tolérance, et que ces ruptures vont donner lieu éventuellement à des maladies. Les maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple, la maladie de Crohn, maintenant l'obésité, la résistance à l'insuline, le diabète, commencent à être considérées comme des maladies qui, sous une forme ou sous une autre, sont en rapport... Non, bon, c'est faible. Ça ira, je me débrouillerai. Sont en rapport avec quelque chose qui a à voir avec soit une mauvaise gestion, soit des anomalies de ces flores symbiotiques. Et puis de l'autre côté, bien entendu, on a les pathogènes, classiques, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour ce qui concerne les bactéries, on y reviendra, il y a cette capacité d'engagement des surfaces, en particulier épithéliales, et de reconnaissance extrêmement rapide par les cellules du système immunitaire, la réponse innée, la réponse adaptative, la protection de l'individu. On est là dans deux mondes qui sont bien entendu totalement différents, mais en réalité, la grande question, et on y reviendra, au-delà de cette problématique des flores symbiotiques, c'est que les mécanismes de perception de ces micro-organismes, qu'ils soient pathogènes ou qu'ils soient commensaux, symbiotiques, sont les mêmes. C'est avec les mêmes récepteurs de surface, qu'on appelle par exemple les toll-like récepteurs, qu'on va reconnaître l'endotoxine, le peptidoglycane, c'est-à-dire le mur bactérien, les portions du flagelle de micro-organismes, et tout ça, ce sont des éléments qui sont communs aux symbiontes et aux pathogènes. Donc, une des deuxièmes questions qui est très très importante et sur laquelle je reviendrai, c'est comment pouvons-nous, nous, en tant que système immunitaire, si je puis dire, faire cette discrimination entre un symbionte qu'il faut conserver et un pathogène qu'il faut très rapidement éliminer. Et puis le troisième élément sur lequel j'essaierai de vous parler un petit peu, c'est l'immunomanipulation par les pathogènes. On a l'impression de plus en plus que quelque part, l'objectif du pathogène, c'est de devenir un symbionte, probablement parce que la situation est moins stressante pour lui comme pour l'autre qui l'envahit. Et on voit de plus en plus émerger dans le thème de la pathogénicité, le thème de la subversion, de l'immunomanipulation, et on découvre, je vous montrerai un ou deux exemples, des effecteurs microbiens pathogènes tout à fait spectaculaires qui sont capables véritablement d'atténuer les réponses, en particulier les signaux de danger, et encore une fois, assurer la subversion de la réponse immunitaire. Alors, pour revenir sur cette notion de symbionte et de flore commensale qui peuplent nos surfaces, en particulier la surface intestinale, encore une fois, on avait une notion finalement relativement générale d'un nombre de bactéries très très important. On disait 10 puissance 14, c'est-à-dire 10 fois le nombre de cellules eucaryotes qui composent notre organisme. Donc on est dominé par ce monde microbien, même si encore une fois on ne le note pas au jour le jour. Et si on se fie aux études récentes de métagénomique, en particulier l'étude MetaHit qui a été menée sous la coordination de Duško Erlich à l'INRA en France sur un projet financé par l'Union européenne, on est sur un microbiome, c'est-à-dire un pool de gènes dans ces flores symbiotiques de l'ordre de plusieurs millions, c'est-à-dire en gros 150 fois le nombre de gènes actifs en comparaison du nombre de gènes, c'est-à-dire 30 000 environ, qui sont actifs chez l'homme. Donc on a vraiment là quelque chose d'absolument invraisemblable et presque incommensurable. Et quand on regarde un petit peu l'activité métabolique, cette flore, qu'on fait quelques extrapolations, on s'aperçoit en gros que cette flore a l'équivalent métabolique ou représente l'équivalent métabolique d'un foie, ce qui, comme vous le savez, est quelque chose de considérable en termes de métabolisme. Alors quelles sont ces bactéries? Je ne vais sûrement pas rentrer dans les détails. C'est dominé, ces populations, en particulier dans l'intestin et surtout dans le côlon, par deux grands groupes, qui sont les firmicutes, qui sont des bactéries à grammes positifs, dans leur grande majorité anaérobie, parfois même anaérobie stricte, c'est-à-dire incapables de tolérer une molécule d'oxygène, et pour l'essentiel incultivables. Difficultés techniques, bien entendu. L'autre grand pôle sont ce qu'on appelle les bactéroïdètes, qui sont des bactéries à grammes négatifs, elles-mêmes anaérobies, dont beaucoup, encore une fois, elles-mêmes ne sont pas cultivables. Et une des grandes difficultés, jusqu'à ce qu'on ait finalement cette vision de méga-séquençage telle qu'on a pu l'obtenir ces dernières années, et la mise en place de catalogues qui permettent, même par ce qu'on appelle le deep sequencing, d'arriver à l'assemblage et à l'identification d'espèces,
on a pu identifier finalement environ entre 500 et 1000 espèces, avec quelque chose qui est tout à fait passionnant, ce sont les travaux justement de ce consortium Métarite. C'est-à-dire que si on regarde en termes de diversité, même au sein d'individus venant de continents identiques comme les Européens par exemple, on voit une extrême diversité dans les espèces. C'est-à-dire que le corps d'espèces communes entre nous tous est relativement limité. Par contre, si on va aux gènes, en mettant ensemble bien entendu les biologues et les orthologues d'une espèce à l'autre, on s'aperçoit qu'on a tous, on partage un corps commun de gènes qui représente à peu près 50 à 60% des gènes de cet ensemble de microbiomes. Donc, au fond, les microbes qui nous peuplent ne font pas de microbiologie clinique, les espèces, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est pour eux et pour nous, en réponse. C'est comme ça que finalement met en place cet équilibre. Ce qui compte, c'est les gènes, les produits de gènes, les éléments métaboliques qui sont fournis par ces micro-organismes. Et là, bien entendu, la pression sélective, elle est sur la présence de ces gènes, elle n'est pas du tout sur la nature des espèces qui composent cette flore. Donc il y a tout un tas de notions qui émergent à l'heure actuelle qui sont tout à fait passionnantes. À côté de ces espèces qui sont à la fois très diverses et très nombreuses, les firmicutes et les Bacteroidetes, on a d'autres phyla, en particulier le phyla des protéobactéries, qui comportent par exemple les entérobactéries en bien moins grand nombre, bien plus limité, et d'autres comme les lactobacillacées ou les mollicutes qui comportent en particulier les mycoplasmes. Alors pourquoi est-ce que je parle de ces espèces finalement beaucoup plus limitées en densité dans ces flores? C'est parce que malgré leur faible nombre, elles jouent un rôle, et on en reparlera très rapidement à une occasion ou à une autre. Les lactobacilles, par exemple, sont transmis par la mère enfant à la naissance, en particulier par la lactation, et sont vraiment les micro-organismes pionniers dans la mise en place de la flore intestinale et dans la mise en place du processus de développement de l'intestin en rapport avec ces flores. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans un modèle de vagues successives où l'irruption de ces premières bactéries pionnières va entraîner des modifications, en particulier des mucines de l'intestin, avec des changements de glycosylation, en particulier l'apparition de radicaux fucose, qui vont servir en fait de système d'adhésion à une vague secondaire de micro-organismes qui eux-mêmes probablement vont entraîner des changements successifs, ce qui fait que peu à peu, en 2 ans à peu près, la flore va se construire, mais en vraie coopération en fait avec la muqueuse intestinale de l'hôte pour ce type de flore, bien entendu. Les mollicutes ont une activité métabolique extrêmement importante. Et on reviendra très très rapidement sur le problème de la relation microbiote-obésité. On voit qu'en alimentation extrêmement riche, ce sont ce type de micro-organismes qui sont très minoritaires, qui voient leur population s'élargir, parce qu'ils apportent finalement une capacité supplémentaire de gestion de cet excès alimentaire et de digestion. Et les protéobactéries, en particulier les entérobactéries, qui jouent un rôle sur lequel on va revenir rapidement, de ce qu'on appelle les pathobiontes, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un pathogène, qui n'est pas un symbionte, qui est dans une zone grise quelque part, et dont on reconnaît de plus en plus la nécessité, dans la mesure où ils mettent la pression sur le système immunitaire, mais aussi parfois, en cas de déséquilibre, des dérapages. Donc voilà en gros le paysage et cette notion de, finalement, hologénome ou concept de superorganisme, c'est-à-dire que nous n'existons en tant que tels que par le fait que nous existons avec notre flore. Et on disait il y a une dizaine d'années avec mon collègue Stanley Falco aux États-Unis, qui a été vraiment un des pionniers de la microbiologie moléculaire, que finalement le génome humain ne serait jamais complet tant qu'il ne comprendrait pas le génome des micro-organismes qui nous peuplent. Là, il y a du pain sur la planche parce que, encore une fois, la diversité fait qu'il n'existe pas de cette façon-là un seul génome. Alors finalement, quelles sont les questions principales qu'on peut se poser? Je suis désolé pour ces diapositives en anglais. D'abord, pourquoi hébergeons-nous un microbiote? Si ça ne servait à rien, il y a probablement très longtemps qu'on s'en serait débarrassé, ou qui se serait débarrassé de nous, au choix. Quelle est la profondeur de cette symbiose? Est-ce que c'est simplement, ils sont là, ils font 2-3 choses intéressantes, mais au fond, bon, on ne sait pas très bien. Comment est-ce qu'on tolère ce microbiote? On revient à cette problématique de la tolérance, ou en tout cas du contrôle. Et comment discrimine-t-on entre un symbionte et un pathogène? Alors, bien entendu, je ne pourrais pas rentrer dans beaucoup de détails, j'essaierai de vous donner grandes lignes, ou en tout cas les éléments tels que je les vois. Alors, je pense que le point important, c'est que cette flore
On ne va pas avoir l'air de prêcher trop violemment parce que ça finit par devenir un petit peu suspect. Mais cette flore a un rôle extrêmement important et a sûrement eu un rôle extrêmement important dans l'évolution, y compris chez les grands singes, chez les premiers hominidés, dans des situations de crise climatique, de refroidissement, de changements brutaux d'alimentation, parce que s'il n'y a plus de viande, on est obligé de manger des feuilles et des racines. Donc beaucoup a dû se faire au fil des années, et puis après les choses se sont probablement incrustées comme cela, sur la nécessité d'un apport nutritionnel assuré par ces micro-organismes. Néanmoins, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre à l'actif de ce microbiote, en particulier pour le tube digestif, peut-être parce que c'est celui qui est le mieux connu. Tout d'abord, il y a un effet de barrière de protection, c'est-à-dire ces micro-organismes assurent une colonisation de la niche intestinale, par exemple, et empêchent très efficacement l'invasion par d'autres micro-organismes allogènes, qui soient d'ailleurs non pathogènes ou qui soient pathogènes. Comment font-ils ça? De plusieurs façons. Premièrement, d'abord, ils occupent un volume. Deuxièmement, ils occupent des récepteurs qui ne peuvent pas être finalement délogés si facilement que ça. Et troisièmement, on observe de plus en plus que ces micro-organismes de cette flore produisent des substances antimicrobiennes, des antibiotiques, des collicines qui vont faire des perforations dans les membranes des bactéries. Donc il y a tout un équilibre qui fait que cette flore est stabilisée et est finalement relativement hermétique à l'irruption de nouveaux micro-organismes. C'est donc ce qu'on appelle globalement l'effet de barrière. Cet effet de barrière, il porte aussi sur la barrière épithéliale elle-même, c'est-à-dire sur la barrière intestinale. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'un certain nombre de ces micro-organismes, sans que les éléments moléculaires qui sont en fonction soient vraiment identifiés, augmentent l'imperméabilité de la barrière épithéliale, en particulier en stimulant ce qu'on appelle le tightness, c'est-à-dire je ne trouve pas le mot en français, excusez-moi, des jonctions intercellulaires. Donc il y a tout un travail, tout un échange entre cette flore et l'épithélium qui est extrêmement intéressant à étudier. Mais en fait, quand on y réfléchit, il est probable qu'une grosse fonction de ces flores a été et est encore une fonction biologique. Par exemple, sans vouloir faire de l'humour mal placé, lorsque, comme diraient les créationnistes, Dieu nous a créés il y a 6000 ans, il a fait quelques omissions. Et en particulier, il a omis tous les enzymes de hydrolyse des sucres complexes végétaux. Bon voilà, alors maintenant on rentre dans la science, et on a cette difficulté qui probablement est relativement caractéristique des mammifères supérieurs, qui est cette difficulté de gérer des sucres extrêmement complexes. Les enzymes ne sont pas là, et en fait la digestion de la salade, la digestion des végétaux en général, elle est essentiellement liée à la présence de cette flore intestinale. Donc un rôle important, encore une fois, dans des périodes complexes, centaines de milliers d'années, où peut-être les refroidissements climatiques ont fait que les individus ont dû essentiellement se nourrir de végétaux. Il y a d'autres fonctions importantes de ces flores, en particulier la métabolisation des carcinogènes. Ça, c'est une question que je me pose toujours. Est-ce que les produits carcinogènes, est-ce que les xénobiotiques ont été un élément important dans notre évolution? Est-ce qu'il a fallu aussi se défendre contre la survenue précoce de cancers liés à des éléments métaboliques en rapport avec la diète et l'alimentation? En tout cas, on voit beaucoup de micro-organismes dans ces flores qui sont capables d'hydrolyser des composés toxiques et en fait de les détoxifier. Et à côté de ça, bien entendu, la synthèse de vitamines. Donc on peut lister, sans se tromper, un certain nombre de fonctions qui sont maintenant scientifiquement prouvées de ces flores et commencer bien entendu à réfléchir à la raison pour laquelle elles sont là et ont été conservées. Ce qu'il faut bien voir au fond, c'est que, et c'est sans doute peut-être une transition avec ce que je dirais rapidement sur la nutrition et le métabolisme, c'est que cette flore s'est établie dans des conditions d'évolution d'individus
qui ont changé assez drastiquement ces 2 dernières générations, avec finalement le développement de l'hygiène, l'arrivée des antibiotiques, l'arrivée du réfrigérateur. Il est fort probable que les flores qui peuplaient l'intestin de nos arrière ou arrière-arrière-grands-parents avaient très peu à voir avec les flores qui peuplent notre intestin aujourd'hui. Et ça, c'est un domaine d'archéobactériologie, si je puis dire, qui est passionnant, mais qui est virtuellement impossible à traiter. Là, j'essaye de récupérer à l'Institut Curie à Paris des biopsies intestinales sur des parties saines de cancer colique qui ont été archivées depuis 1920, mais on a beaucoup de mal avec les fixateurs qui étaient utilisés à l'époque à amplifier de l'ADN et à essayer de voir finalement c'était quoi, sans parler vulgairement, la flore de nos ancêtres. Bon, on s'amuse comme on peut. Donc voilà pour ça. Alors au fond, cette diapo, c'est un peu pour rentrer dans la notion de cette symbiose, est-ce qu'elle est si profonde que ça? Est-ce qu'elle reste dans les limites de ce qu'on a mentionné, effet de barrière, renforcement de l'épithélium, hydrolyse des sucres et ainsi de suite? Ou est-ce qu'on est à l'aube de commencer à voir des choses qui seraient éventuellement beaucoup plus intéressantes? Alors, peut-être une façon de rentrer là-dedans très rapidement, c'est cette diapo qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai un peu l'habitude de représenter le tube digestif avec sa flore un peu comme une glande qui comprendrait ou contiendrait à l'intérieur justement ces éléments de microbiens et un certain nombre d'éléments qui sont des facteurs qui sont libérés par ces microbes, comme par exemple l'endotoxine pour les bactéries à gram négatif ou le peptidoglycane, qui sont des fragments du mur bactérien, qui sont des molécules extrêmement réactives, en particulier sur le système immunitaire. Et de se dire que finalement, sur une paroi intestinale qu'on pourrait encore une fois quasiment considérer comme un organe fermé, comme une glande, la présence de cette flore va amener à la translocation d'un certain nombre de produits microbiens qui vont circuler. Et on sait très bien que dans le sérum, on a une certaine concentration, faible mais réelle, d'endotoxines bactériennes, de fragments de peptidoglycane, en particulier de muramyldipeptides. Et ces éléments peuvent éventuellement même augmenter à certains moments de la journée, en particulier après le repas, et raison de la somnolence postprandiale est probablement en partie liée à ces petits fragments de peptidoglycane aux muramylpeptides qui passent librement la barrière hémato-encéphalique et dont on sait depuis X années qu'ils ont un effet hypnogène. Donc on a des choses passionnantes qui, en fait, se conjuguent avec, bien entendu, la présence de médiateurs, de cytokines, de chimiokines, de neuromédiateurs qui sont produits par ces cellules épithéliales sous la pression de la reconnaissance de ces flores microbiennes. Et on voit peu à peu, dans la littérature, arriver un certain nombre de choses qui étaient jusqu'à présent totalement impensables. On voit un effet très probable, et ça je dois avouer qu'il faut rendre justice à un chercheur de l'Institut Karolinska à Stockholm, qui est Sven Peterson, qui est vraiment, je crois, été un des premiers, sinon le premier, à pousser cette notion. Et il a un papier à l'heure actuelle en révision sur le fait que la flore microbienne intestinale en particulier est responsable de la maturation précoce de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire cette barrière capillaire, vasculaire, qui protège le cerveau de passage de substances toxiques qui seraient présentes dans la circulation. Les souris qu'on appelle germ-free ou axéniques ont à la naissance une barrière hémato-encéphalique totalement immature et sont très sensibles effectivement au passage d'un certain nombre de substances, y compris des grosses substances entre guillemets comme des bactéries. On sait nous quand on injecte une bactérie dans le sang d'un souriceau nouveau-né, elle passe directement dans le liquide céphalorachidien. Donc elle traverse la barrière hémato-encéphalique. Donc il y a des évidences maintenant que la présence du microbiote intestinal en particulier, parce que c'est le plus abondant, est nécessaire à la maturation précoce de la barrière hémato-encéphalique chez la souris, à voir maintenant chez l'homme avec toutes les notions éventuelles de retard de maturation de la barrière hémato-encéphalique et d'imprinting précoce de mauvais signaux sur le cerveau. La deuxième observation, ça a été publié dans PNAS l'année dernière, c'est que les souriceaux nouveau-nés, nés de maman sans microbes, et eux-mêmes, bien entendu, n'ayant pas de flore, ont un comportement anormal. On le savait depuis longtemps, quand on travaille avec des souris axéniques ou germ-free, elles sont beaucoup plus agressives, elles vous mordent plus que les autres,
même si elles sont de même lignée que certaines qui ont une flore intestinale et qui sont tout à fait calmes. Donc il y avait ça, et ils ont pu montrer très clairement que la présence, ou l'absence plutôt de la flore, entraîne plus d'agressivité, entraîne plus de mobilité. Les souris réexplorent leur cage en permanence comme si elles se souvenaient mal de ce qu'elles ont observé dans les moments précédents. Elles n'ont pas peur, c'est-à-dire qu'elles vont marcher jusqu'au bord d'une planche et elles vont tomber alors qu'une souris avec une flore normale ne le fait pas. Donc il y a tout un tas de comportements qui ressemblent d'ailleurs beaucoup pour les comportementalistes au syndrome des enfants hyperactifs, qui est lié à la présence ou l'absence en l'occurrence d'une flore microbienne. Et si on donne cette flore ou on reconstitue la flore très vite de ces enfants, voire même si on reconstitue la flore de la mère pendant la grossesse, même si on prend les petits par césarienne et ils ne sont donc pas de flore à ce moment-là, ces troubles comportementaux disparaissent. Donc on a clairement, quelque part, un impact de la présence de ces micro-organismes sur les événements tardifs de maturation du cerveau, en rapport ou non avec le passage de la barrière hémato-encéphalique, en rapport avec des produits microbiens ou des neuromédiateurs produits sous l'influence de la présence des produits microbiens. En tout cas, ces éléments-là ne fonctionnent pas quand la flore est absente et ça porte en particulier, par exemple, sur la densité de récepteurs au GABA qui doit diminuer au moment de la naissance, qui contrôle, bien entendu, dans le gyrus striatum, la globalité de l'activité de l'individu. Donc, il commence à y avoir une vraie neurobiologie de l'interface avec le microbiote, qui est balbutiante, certes, mais qui est passionnante et qui peut porter en elle un certain nombre de choses inattendues sur, en particulier, les troubles comportementaux. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième élément, les vaisseaux. Clairement, en particulier dans l'intestin, la présence d'une flore est nécessaire, la présence d'un microbiote est nécessaire à la maturation vasculaire. On voit très bien que les vaisseaux sanguins capillaires d'une muqueuse intestinale d'animal axénique sont atrophiques, mal développés, et dès qu'on peuple cet animal avec une flore microbienne, la vascularisation se développe. Donc il y a quelque part un signal, encore une fois, lié aux produits microbiens ou à des effecteurs eucaryotes produits en fonction de la présence de ces produits microbiens, qui va assurer à distance, proche, peut-être plus loin. Après, on peut venir à un certain nombre de travaux qui semblent prendre en compte la composante microbienne, par exemple, dans l'aggravation des lésions d'athérosclérose. Il y a là aussi une piste intéressante à poursuivre. Et puis peut-être l'élément le plus spectaculaire ces dernières années, c'est celui de la relation entre le microbiote et la nutrition et le métabolisme. Et là, je pense qu'il faut rendre hommage à un chercheur américain qui s'appelle Jeff Gordon, qui a montré il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dans un papier Nature, que lorsqu'on prenait des souris obèses, je n'ai jamais vu de souris obèses, mais enfin, c'est-à-dire des souris qui sont mutantes dans le gène de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, on prend la flore microbienne de ces souris obèses et on la transfère à des souris minces, normales, quoi, comme vous et moi. Et ces souris deviennent obèses. Donc, il y avait l'évidence que ces flores intestinales contenaient quelque chose, des espèces microbiennes, qui sont capables de véhiculer des signaux qui vont augmenter finalement la ration énergétique dont va disposer l'animal. Et à ça, il y a probablement 2 explications. La première, c'est que le contexte d'obésité, et si on sort de la génétique, le contexte de la nutrition trop riche en graisse ou en hydrates de carbone, va introduire finalement cette notion d'augmentation de certaines espèces microbiennes dans la flore qui ont une capacité de métabolisme beaucoup plus importante que d'autres. Et finalement, lorsqu'on les transfère à un individu non obèse, ces espèces microbiennes, en tout cas pour un certain temps, vont continuer à hyper fonctionner sur le mode du métabolisme et transférer à l'individu un maximum de nutriments à partir de l'alimentation qu'on lui donne. Donc ça, c'est la première notion. Puis la deuxième notion, qui est quelque chose sur lequel on travaille avec un de mes collègues diabétologues à Toulouse, qui est Rémi Burcelin, à l'INSERM,
c'est la notion de translocation microbienne. Ce qu'on a montré, on a publié ça l'année dernière dans Embo Molecular Medicine, c'est que si vous donnez, on est toujours chez la souris, hein, attention aux extrapolations, si on donne à une souris un régime très riche en graisse, alors si vous rapportez ça à l'homme, c'est pire que McDonald's, hein, c'est vraiment très très riche, ça reste encore un petit peu du domaine de la caricature. Si vous donnez à un animal, à une souris, un régime très riche en graisse, vous augmentez la translocation de bactéries, et en particulier la translocation d'endotoxines à travers la barrière épithéliale. Probablement parce que l'endotoxine, qui est en fait un lipide, se sert des systèmes de transport des lipides dans l'épithélium, vous savez, les kilomicrons, pour passer cette barrière. Et comme on stimule considérablement le système, puisque le régime est très riche en graisse, on augmente le passage de produits microbiens. Et en fait, ces produits microbiens, en particulier cette endotoxine qui passe la barrière intestinale, va diffuser dans le système vasculaire à la périphérie ou dans les lymphatiques et va se retrouver en partie dans le tissu graisseux qui peuple en fait le mésentère. Et comme les adipocytes en fait sont des macrophages, ces cellules vont s'activer et vont présenter quelque chose qui est très particulier, c'est que sous l'effet de signaux pro-inflammatoires, les adipocytes vont phosphoryler la portion cytoplasmique du récepteur à l'insuline et ces cellules vont devenir résistantes à l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, on va enclencher par ce type de processus un phénomène à la fois d'inflammation, l'obésité s'avère être probablement une maladie inflammatoire, c'est un peu le retour à l'histoire de l'inflammation physiologique qui se décale un tout petit peu vers le haut avec un certain nombre d'effets. Et l'effet de cette inflammation va être une résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline dit augmentation de la ration alimentaire, augmentation de la ration alimentaire dit obésité, augmentation de la résistance à l'insuline, et on finit par le diabète de type 2. Et c'est ce qu'on observe effectivement expérimentalement chez ces souris. Donc il y a une vraie notion, alors on pourrait dire c'est une façon de se dédouaner des excès de l'alimentation moderne en mettant ça sur le dos des bactéries. C'est pas vrai. En fait, cette pauvre flore microbienne, elle ne fait que répondre un peu plus tôt que nous à cet excès calorique et à le gérer comme elle le peut. Malheureusement, cette gestion amène à quelque chose qui semble véritablement de plus en plus être un maillon important dans la survenue disons, de l'obésité et peut-être du diabète de type 2. Donc dans cette notion finalement microbiote, on n'est pas encore tout à fait rentré au fond, et je rentre un petit peu dans la deuxième partie, qu'est-ce que c'est que la vie de ces micro-organismes à la surface de l'intestin. C'est pas simple, et c'est pour ça que j'ai mis que c'était un peu pour un micro-organisme, se rapprocher d'une muqueuse intestinale, par exemple, c'est s'asseoir sur un volcan. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation de dangerosité dans la mesure où il existe, soit produit de façon permanente, constitutive, soit induit par la reconnaissance des microbes, la production de substances, de l'oxyde nitrique, des radicaux superoxydes, des peptides antimicrobiens qui sont des petits peptides cationiques qui font des trous dans les membranes microbiennes. Donc une espèce de cocktail de substances, de réactifs, d'enzymes qui vont assurer une bactéricide extrêmement puissante en surface. Et ça montre simplement la surface d'un épithélium, c'est extrait d'un travail d'il y a quelques années qu'on avait publié dans Journal of Experimental Medicine qui montre que, en fait, la couche la plus profonde du mucus, qui est formée par une mucine un peu particulière qui s'appelle MUC2, chez la souris et chez l'homme aussi d'ailleurs, cette couche de mucine, qui est très dense, très protectrice de la surface épithéliale, sert aussi de matrice pour beaucoup de ces molécules antimicrobiennes. Vous voyez le marquage en marron ici, ce sont ces fameux peptides antimicrobiens. Et donc on a une vraie barrière physico-chimique à l'accessibilité de ces micro-organismes. Donc si des micro-organismes veulent réussir à se rapprocher de cette surface, il faut qu'ils soient soit capables de survivre à ces mécanismes délétères, y compris par exemple la transmigration de cellules inflammatoires, de polynucléaires neutrophiles, qui sont capables d'aller chercher les bactéries dans la lumière et de les détruire, soit d'être capables d'assurer la subversion de ces mécanismes de résistance, sinon leur capacité de colonisation et de survie va être extrêmement limitée. Alors à partir de cette notion-là, on peut commencer à
membrer, si je puis dire, les catégories et les situations. On a probablement ce qu'on appelle les vrais symbiontes qui ont réglé ce problème en restant à distance respectueuse de la surface épithéliale. Une espèce d'équilibre qui est probablement lié à une situation qui devient favorable par rapport au gradient qui diminue de ces substances antimicrobiennes. Mais une distance qui permet quand même à ces micro-organismes de dialoguer avec l'épithélium et vice-versa, ce qu'on appelle les crosstalk. Et il est fort probable que par l'émission de substances qui sont soit des fragments microbiens à une certaine quantité, soit des molécules qui assurent le dialogue entre ces communautés microbiennes, ce qu'on appelle le quorum sensing, les auto-inducteurs. Un certain nombre de ces molécules sont maintenant connues pour être prises par des transporteurs de l'apex de l'épithélium. Et il semble que vraiment leur nature crée la possibilité d'une signalisation qui va assurer en fait cet état de tolérance de ces micro-organismes qui est marqué par le fait que les cellules, comme les cellules dendritiques ou les macrophages, restent dans un état d'immaturité, de faible réactivité, et que les lymphocytes présents dans la lamina propria, qu'on peut un peu caricaturalement diviser en deux catégories, ce qu'on appelle les T-régulateurs, qui sont des lymphocytes anti-inflammatoires, et des TH1 ou TH17, qui sont des lymphocytes pro-inflammatoires, le ratio est plutôt en faveur, dans ces cas-là, des T-régulateurs. Donc une vraie situation tolérogène dont, je dis ça un peu pour les jeunes qui sont dans l'ambiance et qui seraient intéressés, tout est en gros à l'heure actuelle dans ces domaines-là à découvrir et à analyser, en particulier sur le plan moléculaire. Dans la mesure où on connaît encore très très peu ces molécules effectrices, que les résultats sont certes la tolérance, mais aussi probablement beaucoup d'autres effets, y compris ceux que j'ai mentionnés dans les étapes précédentes. Et pour l'instant, en fait, on en connaît, comme je le disais, très très peu, à part par exemple ce polysaccharide acide de la capsule de Bacteroides fragilis, c'est le travail de Sarkis Masmanian, qui sont au fond des sources probables de molécules bioactives extrêmement intéressantes. Et de plus en plus, l'industrie pharmaceutique s'intéresse à ce microbiote et aux substances qui sont possiblement en fait produites par ce microbiote et réactives chez l'hôte. Au-delà des symbiontes, on rentre très vite dans une zone grise et c'est quelque chose que je vous ai mentionné très très rapidement. On connaît chez la souris, par exemple, un Clostridium très très étonnant qui s'appelle SFB, pour Segmented Filamentous Bacterium. C'est une bactérie très particulière qui pousse en filament, qui sporule et puis qui fabrique en même temps, fait générer ce qu'on appelle des offspring qui vont être libérés par les bactéries qui meurent et qui vont réensemencer. Et en fait, on se trouve avec des bactéries filamenteuses qui sont très très profondément insérées dans la surface de l'épithélium intestinal et qui, elles, sont réactives. Donc là, on rentre vraiment dans cette zone grise qu'on appelle les pathobiontes. On pourrait imaginer que ces bactéries ne sont pas bonnes, bien entendu. En fait, en faible quantité, le sont probablement car elles permettent d'établir un peu cette situation d'inflammation physiologique, d'établir cet état de préparation de la muqueuse à la survenue éventuellement de dangers pathogènes, en activant ou entraînant l'activation des cellules dendritiques, en modifiant un petit peu l'équilibre, en allant plutôt vers des TH1 et des TH17. Donc tout ça c'est bon, sauf si ça va trop loin. Et de plus en plus, la réflexion dans ce domaine tourne autour, avec toutes les limites qu'on peut mettre dans ces catégorisations, d'éclater ces symbiontes en des symbiontes vrais et un certain nombre de pathobiontes, Bacteroides fragilis, Helicobacter hepaticus, SFB chez la souris, et puis chez l'homme en particulier les entérobactéries et les entérocoques, Enterococcus fecalis au sens large. Tout ça, ce sont des bactéries qui sont en faible quantité naturellement, dont on avait l'impression qu'elles étaient très importantes parce que c'est celles qu'on peut cultiver le plus facilement à partir des prélèvements intestinaux, mais qui jouent ce rôle un petit peu ambigu en fait de à la fois être potentiellement pathogène, mais en réalité contenu de mettre la pression qu'il faut sur le système immunitaire. Donc on est tout dans un problème en fait d'équilibre ou de rupture d'équilibre. L'équilibre, c'est ça, c'est micro-organismes mutualistes d'un côté, avec un bon échange entre l'hôte et eux-mêmes et vice-versa. Des symbiontes plus ou moins actifs, on ne sait pas encore très très bien dans quelle mesure. Et puis, bien entendu, je parle en tout cas par rapport au système immunitaire, et puis des pathobiontes dont l'effet de pression sur le système
est régulé, compensé par ces autres micro-organismes. Mais si pour une raison ou pour une autre, et ce qu'on appelle la dysbiose, ces pathobiontes augmentent en quantité, c'est ce qu'on voit très souvent dans le cours des maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple, on va bien entendu avoir très rapidement une situation inflammatoire. Et de là, un certain nombre d'observations qui, à l'heure actuelle, tout doucement amènent vers des choses que j'ai déjà dites sur le rôle de certains de ces micro-organismes, plus spécifiquement dans la survenue de ces troubles métaboliques comme l'obésité et le diabète, l'entretien de situations pro-inflammatoires au niveau éventuellement cardiovasculaire, et puis qui dit inflammation chronique dit cancer, et cette notion que peut-être, dans une certaine mesure, certains micro-organismes, en particulier des pathobiontes qui ne sont pas là où ils devraient être, vont pouvoir créer une situation d'inflammation chronique dans la crypte colique qui va à terme faciliter la survenue de lésions cancéreuses. Donc tout ça, c'est un domaine, je vous le présente comme ça, parce que c'est un chantier. Mais il y a là-dedans des choses tout à fait passionnantes. Je crois que je vais sauter cette partie-là et terminer sur les pathogènes. Alors la question qu'on se posait finalement, c'est au fond, comment est-ce que l'hôte va discriminer entre des symbiontes et des pathogènes à partir du moment où le pathogène, il est habillé en fait comme le symbionte, simplement c'est le loup qui se cache dans le troupeau. Comment on va le reconnaître, ce loup? La réponse, en fait, elle paraît simple et je pense qu'au fond, elle l'est. Simplement, peut-être on ne l'avait pas suffisamment conceptualisé. La réponse, c'est qu'en fait, ces pathogènes engagent l'hôte très puissamment et vont, par exemple, détruire la couche de mucus dont on a parlé, vont adhérer de façon très très étroite à la surface de l'épithélium, stimuler les membranes, entraîner des dégradations des membranes, en particulier par des toxines, des hémolysines, vont éventuellement, on pourrait presque considérer que c'est l'insulte ultime, pénétrer dans les cellules, ce qui est tout à fait inhabituel, voire inexistant pour des symbiontes. Donc on a là un certain nombre d'étapes, si vous voulez, qui font penser que, en fait, ce que sent l'hôte, qui lui permet de dire que ce sont des pathogènes, c'est un premier niveau de signalisation globale, ce niveau d'inflammation physiologique dont on a parlé, finalement de préparation à la survenue éventuellement d'un événement plus dramatique. Et sur la base de cette plateforme de signalisation, la perception de l'existence d'un danger. Et on est de plus en plus dans ce concept de signal de danger, à la fois généré par les microbes eux-mêmes, mais surtout généré, voire amplifié par l'hôte en présence de danger, en présence d'altérations cellulaires et ainsi de suite. Donc on est un petit peu au-delà de ce que j'appelle classiquement le paradigme de Janeway, qui est la découverte des toll-like récepteurs. En tant que perception des pathogènes, il faut rajouter, je dirais, un second degré de signalisation qui est vraiment caractéristique de ces situations pathogènes. Donc voilà. Alors pour finalement terminer et illustrer un petit peu ça, je voudrais rentrer dans le modèle qu'on développe dans le laboratoire, qui est celui de Shigel, justement pour illustrer à la fois cette notion de perception du danger, mais aussi cette notion de contrôle du danger. Donc Shigel, c'est une maladie inflammatoire du côlon aiguë qui est causée par Shigella, qui est un micro-organisme qui en fait envahit l'épithélium du côlon, cause une réaction inflammatoire qu'on voit sur cette diapositive avec des destructions, une diarrhée sanglante et éventuellement des complications mortelles chez les jeunes enfants, surtout dans les pays en voie de développement. Ça, c'est le contexte clinique, mais ce qui nous intéresse là, c'est plutôt les aspects physiopathologiques. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que sur un modèle, par exemple, d'explant cutané humain, qui est vraiment d'explant colonique, ou colique en français, excusez-moi, humain, qui est la cible exacte de la shigellose, vous allez voir, vous voyez, ces orifices, en fait, sont l'entrée des cryptes, c'est-à-dire les zones de régénération de l'épithélium intestinal, là où sont en particulier les cellules souches. Et vous allez voir, les bactéries sont en vert, fluorescentes, puisqu'elles expriment une protéine fluorescente qu'on appelle la GFP. Donc là, en bleu, c'est du DAPI, ce sont les noyaux des cellules, mais vous voyez que les cryptes sont systématiquement envahies par ces populations bactériennes pathogènes qui descendent jusqu'en bas
y compris au niveau des cellules souches qui sont détruites. Et en fait, c'est une nouvelle vision de cette physiopathologie qui intègre à la fois la réaction inflammatoire, mais aussi probablement la destruction de la capacité de réparation des tissus. Donc on a une espèce de schéma global qui a fait mon pain et mon beurre, comme disent les anglo-saxons pendant pas mal d'années, ou notre pain et notre beurre dans le laboratoire, qui a consisté à étudier la biologie cellulaire de ces micro-organismes, en particulier leur capacité d'entrer dans les cellules épithéliales grâce à un appareil de sécrétion très particulier qui leur permet d'injecter des effecteurs moléculaires dans les cellules, de se faire internaliser, de passer d'une cellule à l'autre et finalement de coloniser l'épithélium tel que je vous l'ai montré antérieurement. Et puis il y a d'autres éléments très très importants qui montrent à quel point les systèmes sont extrêmement évolués. C'est que la bactérie a besoin d'inflammation pour pouvoir rompre la barrière intestinale, pénétrer et envahir les cellules épithéliales efficacement. Donc elle a besoin de générer un petit peu d'inflammation. Mais elle a besoin aussi à un moment de réguler négativement cette inflammation, sinon elle va être détruite. Donc il y a une espèce de jeu extrêmement complexe qui se joue entre le microbe et l'hôte, qui va permettre d'arriver à un équilibre qui est celui que l'on voit dans la génération de cette maladie. Et pour dire quelque chose aussi d'intéressant, pour plaidoyer pour la microbiologie dans une certaine mesure, on a pu démontrer il y a une dizaine d'années maintenant avec une chercheuse postdoctorale canadienne dans le labo qui s'appelait Dana Philpott et un étudiant Stéphane Girardin, qu'en réalité, les bactéries comme Shigella, qui sont invasives et qui accèdent dans le cytosol cellulaire, sont reconnues par un système de perception particulier qu'on appelle les molécules nodes. Et ces molécules nodes sont en fait des senseurs de fragments du peptidoglycane bactérien, en particulier node 1 dans les cellules épithéliales. Donc l'étude de la physiologie, de la biologie cellulaire de ces interactions nous a permis de montrer que lorsque les bactéries rentraient, elles étaient senties comme des, finalement, cambrioleurs qui pénètrent là où ils ne devraient pas être, et que cette perception entraînait l'activation des voies pro-inflammatoires, en particulier de la voie NF-κB et des MAP kinases qui activent l'inflammation, en particulier le recrutement des polynucléaires neutrophiles. Donc un vrai schéma finalement où à partir de l'étude d'un microbe, on peut découvrir un système de perception microbien tout à fait passionnant. Et donc ça c'est finalement le résumé du travail qui avait été fait par Stéphane et Dana dans le laboratoire à l'époque. Et le peptidoglycane, c'est-à-dire ces fragments du mur bactérien qui sont en permanent turnover, s'avèrent être des molécules extrêmement réactives et importantes. On en a déjà parlé éventuellement pour certains événements métaboliques. Donc on est à l'heure actuelle dans un contexte où ces nodes se sont élargis, c'est une grande famille qu'on appelle des nodes lac récepteurs qui en fait représente une espèce de panoplie de capacité de sentir des signaux intracellulaires qui sont pour l'essentiel des signaux de danger par les bactéries, par les virus, éventuellement dans d'autres situations, dans des situations d'inflammation aseptique, comme par exemple dans le lupus ou d'autres maladies. On a un vrai dispositif intracellulaire qui est là pour sentir le danger. Alors ça va bien entendu de ces molécules nodes dont on parle ici avec la perception du peptidoglycane introduit par les bactéries intracellulaires, jusqu'à la perception de molécules qui ne sont pas des molécules d'origine bactérienne ou microbienne, par exemple l'acide urique ou l'ATP, qui sont des puissants inducteurs d'un système qui est basé sur, encore une fois, ces protéines, ces node-like récepteurs, comme les molécules NALP, qui amènent à un événement tout à fait spectaculaire, qui est l'activation d'une caspase qui hydrolyse une molécule pro-inflammatoire, une cytokine pro-inflammatoire très puissante qui s'appelle l'IL1β et qui permet sa libération. Et ça, c'est un des grands signaux de danger, en particulier dans le domaine infectieux. Et tout ce concept a été largement démontré et conceptualisé par un chercheur suisse, en fait, qui était Jörg Schopp à Lausanne, qui est malheureusement décédé l'année dernière, qui a été vraiment un des chercheurs qui a permis de façonner un peu ce contexte et ce concept global de perception intracellulaire du danger et de réponse, bien entendu. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, et je pense que j'essaierai de terminer assez rapidement là-dessus, peut-être en sautant les données expérimentales, c'est que ces microbes pathogènes ont la capacité
à la fois de causer ces réponses inflammatoires massives, mais pour leur bien et leur survie, le succès de leur colonisation, de réguler négativement. Et finalement, un des moments importants maintenant dans l'étude de la pathogénicité, c'est d'essayer de comprendre comment ces micro-organismes régulent négativement ou assurent la subversion du système immunitaire. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement, très rapidement, je vais sauter quelques diapos et passer simplement à la synthèse, comment, par exemple, un micro-organisme comme Shigella peut éliminer délibérément un signal de danger. Et donc, ce que je vais sauter là, parce que sinon, je pense que vous en aurez vite assez, c'est le schéma général. Ce qui se passe lorsqu'un micro-organisme, comme ici à gauche, engage une cellule, la cellule va bien sûr monter son niveau de métabolisme et va produire, en respirant plus fort, si je puis dire, beaucoup d'ATP. Et cet ATP, en fait, est très rapidement libéré sous la forme ou en réponse à des signaux, en particulier d'activation de flux calcique, par des canaux qui sont formés à la surface des cellules, qu'on appelle des hémicanaux, qui sont formés par, en fait, 6 protéines qui s'appellent des connexines. Et en fait, ces molécules de petits poids moléculaires comme l'ATP sont libérées tout à fait massivement dans le milieu extracellulaire en présence, par exemple, d'une agression par un micro-organisme. Or, ces molécules d'ATP sont intolérables par le milieu extracellulaire. Elles deviennent très très vite des molécules pro-inflammatoires et elles activent en particulier l'inflammasome dont j'ai parlé, la libération d'interleukine 1 bêta et la transformation des lymphocytes T naïfs en lymphocytes pro-inflammatoires. Donc Shigella a énormément de mal à survivre dans cet environnement pro-inflammatoire. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'une molécule qu'elle injecte dans la cellule, qui s'appelle IPGD, qui est en fait une phosphatidylinositol phosphatase, c'est-à-dire une enzyme qui prend le phosphatidylinositol 4,5-phosphate et l'hydrolyse en phosphatidylinositol 5-phosphate. Et donc ce que fait en fait cette molécule en s'introduisant dans la cellule, en hydrolysant les phosphatidylinositol et en entraînant une augmentation massive de phosphatidylinositol 5-phosphate, c'est d'entraîner la fermeture de ces hémicanaux. Le PI5P se lie à ces connexines et entraîne une modification conformationnelle qui ferme l'hémicanal et qui empêche la libération d'ATP. Ce qui vous montre, c'est un des premiers exemples, et on en est assez content avec Andrea Puar, qui est la postdoc autrichienne qui travaille sur ce sujet dans le labo, que ces micro-organismes sont suffisamment smart, si je puis dire, pour aller couper une voie de signalisation immédiate du danger de la présence d'un pathogène. Et en fait, on s'aperçoit peu à peu que ces bactéries pathogènes comme Shigella sont des réservoirs d'effecteurs microbiens qui sont des puissants inhibiteurs des réponses innées, en particulier des réponses inflammatoires, et que ces protéines, ces effecteurs microbiens font vraiment partie intrinsèque du concept de pathogénicité. Je vous montre juste un exemple rapide, parce que je trouve qu'il est aussi relativement joli. C'est un travail qui a été fait par une chercheuse du labo. Le premier papier a été publié en 2007, Laurence Arbib, qui a montré qu'une protéine qui s'appelle OSPF, en fait, est injectée par Shigella dans les cellules épithéliales, va se localiser dans le noyau cellulaire où elle est retenue. Elle va s'associer, docker, comme on dit, à une protéine qui est associée à la chromatine qui s'appelle HP1. Et dans cette position, elle joue son rôle de phosphatase. En fait, elle hydrolyse les MAP kinases, en particulier P38 et ERK1, ERK2. Et ces MAP kinases, au niveau de la chromatine, sont essentielles parce qu'elles permettent l'activation de pôle 2, c'est-à-dire elles augmentent la transcription, mais elles permettent aussi, en régulant la phosphorylation des histones, de jouer sur la contrainte ou non de la chromatine et donc de jouer sur l'accessibilité du promoteur aux facteurs transcriptionnels. Et en fait, ce que fait cette protéine OSPF, c'est essentiellement de bloquer la transcription, à la fois sur la polymérase, mais aussi en entraînant une contrainte de la chromatine qui empêche les éléments, par exemple, de NF-kappa-B de venir se localiser là où il faut sur les promoteurs. Et quand on regarde l'effet de cette protéine, il est assez spectaculaire. On est ici dans un modèle expérimental de lapin où on infecte la muqueuse intestinale par Shigella.
Vous voyez ici les bactéries en marron, c'est un petit foyer, un petit abcès à 8 heures d'infection. Et vous commencez à cette époque-là, si je puis dire, à 8 heures, à voir des cellules inflammatoires qui sortent parce qu'elles sont traversées l'épithélium intestinal. Ici, c'est un mutant OSPEF, c'est-à-dire c'est une bactérie qui n'exprime plus cette molécule régulatrice OSPEF. Et ce que vous voyez, c'est que la lumière intestinale est remplie de ces cellules inflammatoires. C'est-à-dire qu'en fait, cette molécule OSPEF régule essentiellement la transmigration des polynucléaires et en fait se protège en empêchant la venue de ces polynucléaires, en particulier en régulant négativement l'expression de l'IL-8, qui est une chimiokine pro-inflammatoire très massivement produite par les cellules épithéliales infectées. Donc, on revient un petit peu à cette notion sur une des premières diapositives. On disait survivre à la surface de l'épithélium, c'est être assis sur un volcan. Ben là, quelque part, les bactéries arrivent à assurer la subversion de tout ça et si je puis dire, à éteindre le volcan. Alors, quelle est la logique de tout ça? Ce sera mes 2 dernières diapositives. La logique de tout ça, c'est en fait une logique de survie de ces microbes. Encore une fois, ils ont besoin d'inflammation initialement. D'ailleurs, de façon très intéressante, peu à peu, ce que j'appelle le ménage à 3, il y a des évidences que le micro-organisme induit aussi l'inflammation pour se débarrasser du microbiote, de manière à libérer l'espace et à pouvoir l'occuper. Donc c'est une façon assez subtile d'utiliser l'hôte pour coloniser les zones où il doit accéder. Et ce que vous voyez ici, c'est une coloration. On travaille, malheureusement, je n'ai pas le nom de l'auteur, c'est Brice Perandio qui dans le laboratoire avec Thierry Pédron. C'est une coloration pour ces fameux peptides antimicrobiens dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier un qu'on prend en exemple ici, qui est HBD3. Si on prend un mutant de Shigel qui est incapable, je ne rentre pas dans les détails, d'injecter ces molécules immunorégulatrices à l'intérieur des cellules, vous voyez que le peptide antimicrobien est non seulement produit, mais sécrété correctement. Par contre, une bactérie sauvage, sans mutation, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de peptide antimicrobien produit et a fortiori, bien entendu, sécrété. Donc ça veut dire que quelque part, la notion de cette immunorégulation se traduit par une régulation négative de l'expression des éléments essentiels de la défense de surface. On a vu antérieurement les polynucléaires, on voit là les peptides antimicrobiens. Et en réalité, quand on regarde au fond ce qui est la justification de tout ça en matière de coévolution, la justification, c'est la colonisation efficace. C'est-à-dire, si vous regardez cette bactérie sauvage qui est capable d'assurer la subversion de ces mécanismes, elle est là, elle se développe en surface et elle descend très très profondément dans les cryptes, comme on a vu dans cette image de microscopie à 2 photons, où on voyait les bactéries et les Shigel descendre dans le fond des cryptes. Par contre, si on prend ce mutant MXIE qui est invasif, mais qui est incapable d'assurer cette subversion, on voit qu'il reste en faible nombre en surface et incapable de descendre profondément et d'aller finalement coloniser cette niche essentielle qui est la crypte intestinale. Donc on est dans une vraie logique en termes de pathogénicité, de nécessité de diminuer les réponses de façon à assurer la colonisation et on est dans une espèce de cercle vicieux qui va bien entendu causer la maladie. Donc comme je vous le disais initialement, on est dans une espèce d'essai de ces micro-organismes pathogènes au fond de se faire oublier en quelque sorte par le système immunitaire. Et donc on se retrouve quelque part dans une logique qui est un petit peu la même logique que les symbiontes. Et on pense d'ailleurs très fort qu'en termes d'évolution, le devenir naturel des pathogènes, c'est de devenir des symbiontes associés à l'hôte. Parce que on peut dire que la maladie c'est invivable pour nous, mais c'est probablement invivable pour eux aussi. Donc ça n'a pas véritablement de sens au fond. Peut-être en dehors du fait que pour des maladies très évidentes comme le choléra, ça permet à la masse de microbes de se développer de façon tellement importante que ça va faciliter l'infection d'autres individus. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un certain nombre de choses. Ça a duré un peu plus de 20 minutes, j'en suis désolé. Essayé de faire un peu un tout, parfois de façon un peu artificielle, effectivement, de ce monde microbien. On appelle volontiers le yin et le yang, bien entendu. En particulier, c'est très clair dans la pathogénicité. Et je termine juste en vous présentant les travailleurs. Donc ça, ce sont mes institutions, l'Institut Pasteur, l'INSERM et le Collège de France. Cet organisme qui nous finance,
En particulier, la partie sur les symbiontes est très fort supportée par un grant de l'ERC senior ou advanced grant, c'est la façon politiquement correcte d'appeler les grants pour les vieux chercheurs. Les gens de mon laboratoire que j'ai mentionnés au fur et à mesure pour les sujets un petit peu émergents, et puis un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices sur le campus de l'Institut Pasteur et à l'extérieur. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais la microbiologie, c'est difficile de la faire en version courte. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce parcours fascinant de la microbiologie intestinale, cette guerre et paix. Est-ce qu'il y a des questions? Ce n'est pas microbien, je m'excuse, mais pourquoi cet anglais dans vos superbes projections? C'est la langue de l'occupant, qui n'est pas forcément accessible à tous. Je m'excuse vivement. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous fais toutes mes excuses. Je fais mes cours au Collège de France, effectivement, souvent j'ai mes diapos en français, mais là quand je présente des choses un petit peu plus spécifiques avec des résultats, bon, comme ces résultats sont le plus souvent présentés en langue anglaise, je garde mes diapos en langue anglaise. J'ai essayé de vous faire la présentation en français. Bon, j'espère que j'y ai réussi plus ou moins, c'est ma langue maternelle. Voilà. Mais c'est bien, je vous en veux pas de me poser cette question parce que je l'ai chaque année au Collège de France, y compris pourquoi vous employez des anglicismes, pourquoi. Voilà. De mon côté, monsieur, j'aurais une question qui se rapporte plutôt au début de votre exposé, oui, c'est-à-dire les relations entre comportement alimentaire, nutrition et flore intestinale et bons ou mauvais effets. Est-ce qu'il existe des travaux dans lesquels les participants, au fond, seraient leur propre contrôle et soumis un certain temps à des régimes identiques et peut-être culturellement différents d'une autre pendant un certain temps afin de voir dans quelle mesure, si j'ai bien compris, non pas la flore, mais plutôt les groupes d'enzymes produits par ces germes évoluent, et seconde question, lesquels seraient plutôt positifs. Ouais. Tiens, par exemple, de prendre de la flore de japonais, par exemple, et de la oui, parce transplanter à des Européens. Il y a des travaux dans ce genre, je crois, mais ce serait intéressant de savoir si, au fond, s'il y a un régime qui est favorable à une flore, une bonne flore, disons. Oui. Non, si vous voulez, pour l'instant, beaucoup de ce que je vous ai présenté reste du domaine expérimental chez la souris, et les études qui ont été faites chez l'homme, en fait, sont essentiellement, pour l'instant, des études descriptives et corrélatives. C'est-à-dire que le métagénome a été fait chez des Européens, chez des Nord-Américains, chez des Japonais, chez des Chinois, commence à être fait, par exemple, en Afrique, en particulier en comparant des populations pédiatriques d'enfants dénutris par rapport à des enfants dans des conditions alimentaires, disons, normales ou à l'équilibre. Et donc, on commence à voir effectivement un certain nombre d'anomalies, ce que Duško-Ehrlich, par exemple, dans ses travaux de métagénomique, appelle des entérotypes, avec l'évidence, par exemple, que plus le nombre d'espèces, plus la diversité des espèces est restreinte en nombre, plus les individus ont tendance effectivement à développer des pathologies, soit des pathologies métaboliques, type obésité, diabète, soit des maladies inflammatoires de l'intestin. Clairement, et en Afrique, on voit très bien que finalement l'aspect nutritionnel, ce qui commence à émerger, mais encore une fois, c'est descriptif et corrélatif, hein, c'est pas expérimental. Les enfants qui ont des flores complexes, plus diversifiées, quel que soit leur état nutritionnel en fait, vont mieux que les enfants qui ont des flores restreintes.
Alors, ça c'est un autre aspect des choses qui est passionnant, dont je n'ai pas parlé, c'est, je suis désolé, c'est l'hypothèse hygiéniste. C'est quand vous regardez, Jean-François Bach avait fait un très joli graphe dans un papier du New England en 2000, où il avait pris d'un côté les maladies infectieuses, la rougeole, la rubéole, la varicelle, tout ce que vous voulez qui s'effondrait avec la vaccination, l'hygiène, et puis d'un autre côté les pathologies inflammatoires qui augmentent de façon parfois exponentielle, maladies inflammatoires de l'intestin, l'asthme, l'atopie, la sclérose en plaques, probablement le cancer du côlon. Donc on a tout un bloc de maladies qu'on pourrait appeler des maladies sociétales et dont on imagine de plus en plus qu'elles sont en rapport avec un changement dans les flores microbiennes et en particulier dans leur capacité ou non à mettre le curseur de la réponse immunitaire au niveau où il faudrait. On voit par exemple en Chine, à l'heure actuelle, pour les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a toujours eu un gradient nord-sud, avec une plus grande incidence au nord, en Angleterre, en Allemagne, en Danemark, dans les pays scandinaves, qu'en Espagne, en Italie, en Grèce, la France, toujours un peu entre les deux. Et bon, ça c'était déjà une observation classique, mais on voit par exemple en Chine, où l'épidémiologie existait, hein, elle n'est pas récente, l'incidence de la maladie de Crohn